Le vent arrive sans prévenir. Il déferle sur le monde ouvert dans une vague blanche aveuglante, soulevant la neige du sol gelé et la projetant dans les airs comme du verre brisé. Aucun arbre ne l'arrête, aucune montagne ne la freine. Seule une étendue infinie de toundra s'étire jusqu'à un horizon si lointain qu'il semble épouser la courbure de la Terre. La température est bien en dessous du point critique. Sous la neige, le sol est de fer, un pergélisol figé par une force plus ancienne que la mémoire. La glace craque et grince sous la pression du froid. Un craquement sec déchire le silence, résonnant à travers la plaine comme un lointain coup d'artillerie. Le son se propage, absorbé par l'immensité. Pendant un instant, il n'y a rien d'autre que du vent. Puis, à l'horizon, une ligne apparaît. Au début, ce n'est qu'une perturbation dans le blanc, une imperfection dans la symétrie de la neige et du ciel. Mais cela se meut, lentement, inexorablement. Une fracture vivante qui traverse le monde gelé. Le son nous parvient avant même que les formes ne se forment. Un rythme ténu, une percussion sourde portée par le vent. Des sabots frappant la neige durcie. Des milliers d'impacts fusionnés en une pulsation constante et tonitruante. La ligne s'assombrit, elle s'élargit. Des volutes de brume émergent des silhouettes aux larges épaules, enveloppées dans d'épais manteaux d'hiver aux pointes givrées. Leurs bois se dressent comme des couronnes de glace. Leurs narines dilatées s'échappent en nuages de souffle qui disparaissent aussitôt dans la bourrasque. Un troupeau de caribous se déplace à l'unisson. Ils ne courent pas, ils endurent. Chaque pas est délibéré, dicté par l'épuisement et la faim. Leurs sabots percent la croûte fragile, raclant les lichens enfouis sous la glace. Les veaux se blottissent contre leur mère, leurs pattes tremblantes, tandis qu'ils peinent à suivre. Le troupeau s'étend sur des kilomètres. Mais ils ne sont pas seuls. Parallèlement à la masse en mouvement, les ombres suivent le même rythme. Des silhouettes grises glissent à la limite de la visibilité, à demi dissimulées par la neige accumulée. Des loups, élancés, patients. Leurs pattes écartées, ils se déplacent sur le sol, leur regard fixé sur la faiblesse. Ils ne sont pas pressés, ils attendent. Un jeune veau chancelle. Ses pattes fléchissent un instant dans la neige profonde. Il peine à se relever, mais le troupeau ne ralentit pas. Ici, la survie n'est pas une question de sentiment. Elle est instinctive. Au-dessus, un aigle royal décrit des cercles toujours plus larges, planant à travers les courants d'air glacés. Son regard perçant scrute la mer mouvante en contrebas. En ce lieu, même le ciel chasse. Le vent se lève à nouveau, effaçant les traces presque aussi vite qu'elles sont apparues. Ici, la vie se résume à la marche ou à la mort. Il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de pardon. Seulement la distance à parcourir et des prédateurs qui la mesurent à l'aune de la faim. Le troupeau s'avance dans l'immensité blanche inconnue, un voyage ancestral inscrit dans l'instinct plus ancien que la glace elle-même. Il ne s'agit pas d'une migration érigée en spectacle. Il s'agit de migration comme forme de survie. Bienvenue dans la toundra arctique. Le groupe ne bouge pas par curiosité. Il bouge, car rester immobile signifie mourir. Sur plus de 1000 kilomètres de nature sauvage et intacte, les caribous suivent des sentiers gravés dans leur mémoire et leur instinct. Ces pistes sont plus anciennes que n'importe quelle carte, plus anciennes que n'importe quelle frontière. Elles s'étendent de la forêt boréale à la côte arctique et vice-versa, serpentant à travers des rivières gelées, des plaines balayées par les vents et des vallées où les tempêtes se rassemblent comme des embuscades. Ici, la migration n'est pas un défilé saisonnier, c'est un calcul. Derrière chaque pas se cache la faim, sous chaque pas se cache la glace. La température chute en dessous de moins 40 degrés. À ce seuil, la peau exposée gèle en quelques minutes. L'air se cristallise sous l'effet du souffle. Même le son se comporte différemment. Il devient aigu, cassant, comme si le froid lui-même pouvait le briser. Les caribous baissent la tête face au vent et continuent leur chemin. Leur organisme est conçu pour cela. Des poils protecteurs creux retiennent la chaleur. Leurs larges sabots leur servent de raquettes à neige en hiver et de pagaies sur les rivières en été. Leur métabolisme varie selon les saisons, leur permettant de conserver leur énergie en période de disette. Mais l'adaptation n'est pas synonyme d'immunité. La neige peut recouvrir les lichens dont ils dépendent. Un gel soudain peut emprisonner le fourrage sous une couche de glace impénétrable. Dans ce cas, le troupeau s'affaiblit dans son ensemble. Et les loups le savent. Ici, prédateurs et proies sont liés par une relation aussi ancienne que la toundra elle-même.
Les loups n'attaquent pas au hasard. Ils observent, ils perçoivent le rythme du troupeau, une boiterie, un faux pas. Un veau qui s'éloigne trop de sa mère, une femelle gestante, alourdie par sa grossesse. Ils testent les bords. La chasse, lorsqu'elle a lieu, n'est pas un chaos explosif. C'est une stratégie. Les loups économisent leur énergie en forçant leur proie à traverser une épaisse couche de neige, épuisant ainsi leurs précieuses réserves. Ils mènent le troupeau vers des terrains accidentés ou des berges de rivières où le chemin est périlleux. Les caribous se dispersent, se regroupent et chargent de nouveau. La panique les envahit. Le troupeau est en sécurité, mais seulement tant qu'il peut maintenir son rythme. L'épuisement devient un prédateur silencieux. Chaque kilomètre parcouru épuise les réserves de graisse accumulées durant le bref été arctique. Chaque faux pas risque une fracture dans un lieu où la blessure est synonyme de mort. Les veaux qui naissent dans ce monde doivent apprendre dès leur plus jeune âge qu'il n'y a pas de place pour le doute. Au-dessus, les corbeaux suivent le mouvement, silhouette noire sur fond blanc. Ils ne participent pas à la chasse, mais ils en comprennent l'issue. Le voyage se poursuit. La forêt cède la place à la toundra. L'horizon demeure inaccessible, les tempêtes effacent les repères. Le vent remodèle le paysage en une nuit. C'est une migration dénuée de romantisme. Il n'existe aucun couloir sûr. Aucune arrivée n'est garantie. Seul le mouvement, dicté par la nécessité, vers des zones de reproduction riches en nutriments, vers des crêtes balayées par les vents où la neige est plus mince, vers une survie qu'il faut sans cesse gagner. Dans ce monde vaste et indifférent, la force brute ne suffit pas. La toundra ne récompense pas l'effort. Elle met à l'épreuve la persévérance. Le troupeau traverse un paysage qui, à première vue, semble désert. Mais le vide est une illusion. Voici la toundra, une vaste étendue sans arbres qui borde les régions les plus septentrionales du monde. Le mot vient d'un terme finnois signifiant « terre aride ». Cependant, aride ne signifie pas sans vie. Cela signifie exposé, sans protection, authentique. Ici, le sol est pris au piège du pergélisol, un sol gelé toute l'année, parfois pendant des dizaines de milliers d'années. Sous une fine couche active qui se ramollit brièvement chaque été se trouve une base de glace ancienne et de terre compactée. C'est un véritable coffre-fort historique gelé, qui préserve racines, ossements et même vestiges d'écosystèmes disparus depuis longtemps. Ici, les arbres ne peuvent pas prendre racine. Leurs racines se heurteraient à la glace au lieu d'atteindre le fond. C'est pourquoi le terrain reste bas et dégagé, sculpté par le vent et le gel en de douces ondulations et de légères dépressions qui se remplissent d'eau de fonte au printemps. En hiver, la toundra se transforme en un monde monochrome. La neige adoucit chaque contour. Les rivières gèlent, formant des autoroutes de glace silencieuses. Le soleil décrit un arc à l'horizon, projetant de longues ombres bleues qui s'étirent sur les plaines comme des veines. Pendant des semaines, parfois des mois, l'obscurité règne, c'est la nuit polaire. Le soleil ne se lève pas. Le ciel brille faiblement à midi, puis replonge dans un bleu indigo profond. Le froid s'intensifie. Les températures chutent. Le monde se rétrécit pour survivre. Puis, lentement, l'inclinaison de la terre change. La lumière revient. L'été dans la toundra n'est pas progressif, il est explosif. La neige fond en nappes scintillantes. Les rivières grondent et coulent librement, traçant des rubans d'argent dans la terre qui fond. Ce qui semblait mort s'illumine de couleurs. La caméra survole à basse altitude des tapis de mousse et de lichen, aussi complexes que des récifs coralliens. Ces organismes discrets s'accrochent à la roche et au sol, nourrissant les caribous et assurant la stabilité de cet écosystème fragile. De minuscules fleurs arctiques éclosent en éclats de pourpre, de jaune et de blanc, dans une course contre la montre durant une saison de croissance qui dure à peine 8 semaines. Le soleil ne se couche plus. Sous le soleil de minuit, la lumière du jour s'étire sur 24 heures. Les ombres se déplacent lentement. Les oiseaux migrateurs arrivent en grands groupes, attirés par l'abondance soudaine d'insectes et de plantes. L'air vibre d'activité. La toundra, si silencieuse en hiver, devient un cœur. Et pourtant, cette transformation est temporaire. À la fin de l'été, un changement subtil s'amorce. La lumière s'adoucit. L'air se refroidit. Le gel s'infiltre à nouveau dans le sol. La terre se prépare une fois de plus à sa longue descente vers le froid. Ce n'est pas un désert statique. C'est un lieu d'extrême, défini non par la stabilité mais par le contraste. Gelé et fleuri, silencieux et animé, sombre et éblouissant.
La migration n'est pas un phénomène étranger à ce monde. Elle en fait partie. Pour comprendre les migrations, il faut comprendre le territoire. L'hiver ne relâche pas son emprise en douceur, elle se fracture. Les premiers signes sont subtils. Un changement de vent, un léger ruissellement sous la neige, un ramollissement des berges gelées. Puis, presque du jour au lendemain, la toundra se remet à respirer. Le soleil s'attarde plus longtemps à l'horizon, projetant une douce lumière dorée sur la glace. La croûte superficielle s'affaiblit. En dessous, l'eau de fonte s'accumule et se déplace. Et le troupeau le ressent. Pendant des mois, ils ont enduré, économisant leurs forces, grattant la neige durcie par le vent à la recherche de lichens enfouis, baissant la tête face à des tempêtes qui semblaient interminables. Mais à présent, quelque chose d'ancien s'éveille en eux. Une direction, une attirance. La meute s'éveille. La glace craque sous les premiers pas hésitants vers le nord. Les sabots percent la croûte qui fond avec un craquement sec, dispersant des fragments à la surface. Le son se propage tandis que des milliers d'animaux se mettent en mouvement, non pas dans la panique ou le chaos, mais à l'unisson. Un courant vivant qui s'écoule vers les lointaines terres de naissance. C'est le début de la grande migration. Parmi elles, on trouve les plus lourdes voyageuses, les femelles gestantes. Leur corps porte la génération suivante, des jeunes qui grandissent chaque jour davantage. Elles doivent atteindre la toundra septentrionale avant de mettre bas, où les vents sont plus forts mais les prédateurs moins nombreux et où une végétation nouvelle ne tardera pas à jaillir du sol qui dégèle. Chaque étape est mesurée en fonction du temps. La caméra effectue un zoom avant. Une femelle caribou marque une brève pause, levant la tête vers l'air froid. Des volutes de vapeur s'échappent de ses narines, tourbillonnant et se dissipant au gré du vent. Le givre adhère encore à l'épaisse fourrure de son cou. Les cristaux scintillent au soleil comme des éclats épars. Ses flancs se soulèvent et s'abaissent au rythme d'une respiration contrôlée, économisant ses forces pour le long trajet à venir. Autour d'eux, les bois reflètent la lumière, silhouettes pâles et ramifiées se détachant sur le ciel. Contrairement à la plupart des espèces de cervidés mâles et femelles en portent ici, outils de domination en hiver et de défense face aux rigueurs de l'hiver. À présent, ils se balancent au rythme de la marche du troupeau. La glace du fleuve cède sous leur poids. Une fissure soudaine déchire sa surface. L'eau remonte en traînées sombres. Certains hésitent, d'autres tentent la traversée. Les animaux de tête s'avancent les premiers, leurs sabots glissants. Ils peinent, retrouvent leur équilibre. Les autres suivent. L'instinct est de survivre. L'air reste froid et vif, mais la saison change. Les congères s'affaissent. Des taches sombres apparaissent sur la terre telles des cicatrices. Les lichens, longtemps en dormance, commencent à se réhydrater et à s'assouplir. La terre se prépare à les nourrir de nouveau. Le troupeau s'étend sur des kilomètres, un immense ruban de muscles et d'instinct se frayant un chemin à travers la glace fondante. Les veaux à naître se blottissent sur le ventre de leur mère au fil du voyage. Le timing est crucial. Trop tôt, la terre est déserte. Trop tard, les prédateurs se rassemblent. Au-dessus d'eux, le ciel est vaste et d'une clarté impitoyable. Ce mouvement est plus ancien que la mémoire. Il a résisté aux ères glaciaires et aux cycles de réchauffement, aux prédateurs et aux tempêtes. Il ne s'impose pas, il ne s'enseigne pas. C'est héréditaire. Et lorsque l'Arctique relâche son emprise sur l'hiver, la grande migration recommence. À la fin du printemps, la toundra n'est plus enveloppée de silence. Il bouge. L'eau de fonte s'accumule en ruisseaux. Ces ruisseaux se rejoignent en torrents. Les rivières gelées qui abritaient jadis des troupeaux entiers se fracturent et se gonflent désormais sous l'effet de la fonte des glaciers. Ce qui était solide il y a quelques semaines devient une force de la nature mouvante et prisonnière des glaces. Et pourtant, le peloton avance. Vue d'en haut, la caméra s'élève vers le ciel arctique. La migration révèle son ampleur véritable. Une artère sombre et sinueuse qui traverse un paysage pâle et inondé. Des milliers de corps convergent vers un seul obstacle, un fleuve en crue dont la surface est sillonnée de plaques de glace dérivantes. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'autre solution. Les dirigeants s'avancent, les sabots pénètrent dans le courant. L'impact est immédiat, l'eau presque glaciale s'abat violemment sur les muscles et les os. Les adultes plongent plus profondément, légèrement propulsés par un pelage creux qui emprisonne de l'air isolant. Ils nagent avec des mouvements puissants, leur bois fendant l'écume et leurs narines s'élevant au-dessus de la surface.
Derrière eux, l'hésitation se propage dans le troupeau. Alors l'instinct l'emporte sur la peur. Les veaux continuent. Ils n'ont que quelques semaines, leurs pattes encore tremblantes sur la terre ferme. Dans l'eau, le courant les emporte comme des débris. Certains pagaient frénétiquement, leurs petits museaux effleurant à peine la surface. D'autres perdent complètement l'équilibre, entraînés par le courant en quelques secondes. Les mers tournent sur elles-mêmes, appellent, se retournent contre le courant, essayant d'intercepter les silhouettes dérivantes avant que la rivière ne décide de leur sort. Le carrefour devient chaotique. Des fragments de glace s'écrasent contre les parois. Des animaux grimpent sur des plateformes instables qui s'inclinent et s'enfoncent sous leur poids. Une vache, ruisselante et tremblante, se tient sur la rive opposée avant de replonger dans l'eau à la recherche de son veau disparu quelques instants auparavant. Derrière la rangée d'arbres, au-delà du méandre de la rivière, une autre paire d'yeux observe. Les loups se déplacent silencieusement le long des berges, leur pelage se mêlant à la terre fondante et aux derniers flocons de neige. Ils n'ont pas besoin de chasser ici. C'est la rivière qui les épuise. Elle sépare les forts des faibles. Elle isole les malheureux. Un veau solitaire émerge, tremblant et désorienté, se faufilant dans la boue loin du gué principal. Le troupeau s'est déjà regroupé en amont, progressant d'un pas régulier. Les loups modifient leur itinéraire. La toundra n'offre aucun répit à la douleur. Vue du ciel, l'ampleur du phénomène est stupéfiante. Des animaux se jettent dans le fleuve, se dispersant sur toute sa largeur et s'accumulant sur la rive opposée comme de la limaille de fer attirée par un aimant invisible. Le courant charrie de la glace, des débris et, parfois, la vie. Malgré tout, la plupart des gens réussissent. Ils escaladent l'autre rive glissante de boue et d'eau de fonte, leurs flancs se soulevant violemment, leur pelage sombre et lourd. Ils tremblent de tous leurs membres, projetant des gerbes d'eau dans l'air froid. En quelques minutes, ils se remettent en marche, leur empressement retrouvé. Car une autre rivière nous attend plus loin. Dans cette migration, chaque traversée est un pari contre l'épuisement, contre la prédation, contre l'inévitabilité du courant et du froid. Et le voyage est loin d'être terminé. Finalement, la terre commence à s'ouvrir. Le troupeau franchit une crête basse, et au-delà s'étendent les aires de Misba nordique, une vaste toundra balayée par les vents où la neige fond la première et où les jeunes pousses percent le sol dégelé. L'air y est plus froid, un froid accentué par la proximité de l'océan Arctique. Le vent souffle sans relâche. Pour les prédateurs en quête de refuge, c'est un lieu impitoyable. Pour le caribou, c'est précisément là l'essentiel. Les femelles gestantes ralentissent. La longue marche a réduit le troupeau, mais des milliers sont arrivés. Leur allure est régulière. Quelques jours, parfois quelques heures, après avoir atteint ces plaines dégagées, les mises bas commencent. La naissance n'attend pas une cérémonie. Une vache se détache du troupeau en mouvement, le corps tendu et les flancs tremblants. Elle s'affale maladroitement sur la toundra humide. Une fine brume s'élève de son pelage dans l'air froid. Autour d'elle, d'autres continuent de marcher, de paître, d'observer. Ici, point de refuge isolé. Seulement la campagne à perte de vue et la vigilance. Le veau naît rapidement. Il atterrit sur la mousse et la terre imbibée d'eau de fonte, immobile un instant, le souffle coupé. Puis l'instinct prend le dessus. La mère se retourne aussitôt, lèche les fluides de la misba, stimulant la circulation et incitant le veau à bouger. Les pattes du veau tressaillent. Il relève la tête. En quelques minutes, il se lève péniblement, les pattes écartées sous son corps élancé. Vous devez rester debout. Il a besoin de marcher. Dans 1 heure, il devra suivre un troupeau qui n'attendra pas. La caméra effectue un zoom avant. Le pelage du nouveau-né est encore sombre et humide, ses minuscules sabots s'enfonçant timidement dans la toundra spongieuse. Sa respiration se condense en brèves halètements. La mère le pousse en avant, ses faibles gémissements vibrant dans sa gorge. Mais les maternités ne sont pas vides. L'été apporte la chaleur et avec elle, les insectes. Les moustiques éclosent en masse des flaques d'eau laissées par la fonte des neiges. Attirés par la chaleur et le dioxyde de carbone, ils s'élèvent en essaims denses et bourdonnants. Les veaux nouveau-nés, à la peau fragile et encore sans défense, deviennent des proies faciles. Leurs oreilles tressautent violemment. Leur mère secoue la tête avec agitation, tentant d'échapper à l'essaim implacable. Et au-delà, le long des crêtes déchiquetées et des monticules bas, le mouvement. Un renard polaire observe à distance,
son pelage encore tacheté de blanc d'hiver et de brun d'été. Il n'affronte pas les adultes en bonne santé. Il attend la séparation. Un petit nez trop loin du troupeau, une mère affaiblie par le voyage, un moment de confusion. Le renard se déplace au ras du sol, testant ses limites. Ici, la mortalité n'est pas rare, elle est inévitable. Prédateurs, intempéries, traversées de rivières et malnutrition ont déjà fait des ravages. Parmi les milliers de petits nés dans ces plaines, beaucoup ne survivront pas à leur premier hiver. Malgré tout, la stratégie perdure. En synchronisant les naissances sur une période restreinte, le troupeau submerge les prédateurs par le nombre. Il y a tout simplement trop de petits pour que les renards et les loups puissent tous les tuer. La survie, dans ce cas précis, est une question de statistiques. À travers la toundra, les nouveau-nés émergent par vagues instables. L'air vibre d'insectes. La terre palpite de vie, à la fois fragile et féroce. La génération suivante est déjà arrivée et se dirige vers un monde qui ne fait pas dans la douceur. Mais la toundra n'est pas uniquement régie par les sabots. Ils observent depuis des jours. Tandis que la meute envahit les lieux de mise bas de leurs cris et de leurs mouvements, les loups restent à l'écart, silhouettes grises se fondant dans les rochers et les ombres. Ils ne gaspillent pas leur énergie en charges téméraires. Dans une région où les calories sont précieuses, chaque mouvement est réfléchi. Le loup dominant baisse la tête vers le sol. Le dégel a suffisamment ramolli la surface pour que l'odeur s'y retienne. Des signatures chimiques invisibles persistent dans la mousse et la terre humide, une carte dessinée de musc et d'adrénaline. Le loup inspire profondément, triant les informations avec une précision étonnante. Âge, santé, orientation. La peur laisse sa propre trace. Le troupeau se met en mouvement. Ils se déplacent en formation dispersée, non pas groupée, mais stratégiquement espacée, chacun explorant une partie différente de la plaine. Leurs pattes s'étalent sur la toundra spongieuse, absorbant les sons. Même en terrain exposé, ils avancent presque silencieusement. Il n'y a pas d'aboiement, pas de grognement. La communication passe par la posture et le regard. Un frémissement de la queue, une légère inclinaison de la tête. Les oreilles dressées indiquent la vigilance. Les oreilles aplaties freinent l'impulsivité. Ces signaux sont subtils, mais au sein de la meute, ils sont indubitables. Ici, la coordination ne se crie pas, elle se comprend d'elle-même. Plus tard, le troupeau se déplace. Un groupe de veaux s'éloigne légèrement du troupeau principal. Les mères, distraites, broutent dans une rare clairière de végétation fraîche. Les loups remarquent aussitôt l'absence du groupe. Ils ne se précipitent pas. Au lieu de cela, deux loups se séparent en formant un angle, remontant le vent pour éviter d'être repérés. Un autre reste en arrière, maintenant la pression à distance. L'air finit par emporter son parfum. Les têtes se redressent, les naseaux se dilatent. Le troupeau se contracte, se rétractant comme un muscle tendu. Les veaux se rapprochent du centre, les sabots battent du pied. Un murmure sourd parcourt la masse. Les loups testent le périmètre. L'un d'eux se jette soudainement en avant, puis fait demi-tour, évaluant le temps de réaction. Le troupeau charge d'un seul bloc une vague de bois et de sabots résonnants. Les loups reculent suffisamment pour éviter d'être piétinés, mais pas assez pour se désengager. C'est le premier coup. La poursuite ne commence pas par une explosion, mais par la tension. À travers la plaine, prédateurs et proies accélèrent leur course. Les loups se dispersent, cherchant à disloquer la meute plutôt qu'à l'affronter de front. Ils se dirigent vers un terrain accidenté où le sentier est instable, vers de légères dépressions qui dissimulent de la boue sous l'herbe. Un veau trébuche. La meute s'adapte instantanément. Ce qui paraît chaotique de loin est en réalité calculé. Les loups ne se livrent pas à une compétition acharnée pendant la chasse. Chacun a un rôle précis. L'un attaque par derrière, un autre bloque la fuite. Un troisième anticipe le changement de direction. La plaine devient un théâtre de vitesse et de stratégie, le vent aplatissant la fourrure, le souffle s'écoulant en rubans blancs, les sabots martelant la terre fraîchement dégelée. Dans ce scénario, la résistance devient une arme, et les loups ont appris à le gérer avec précision. La poursuite ne se termine pas par un déchaînement de violence, elle se termine par l'épuisement. Le veau choisi, séparé par des mètres qui semblent des kilomètres, court au-delà de ses limites. Son pas se raccourcit. Il baisse la tête. Les loups ne courent pas à toute vitesse. Ils gèrent leur effort. Ils laissent la toundra les guider. Terrain accidenté, plaques de neige persistantes, boue molle qui freinent leur élan. L'épuisement est l'architecte silencieux du massacre.
Un loup se jette sur lui, mordant ses pattes arrière et les faisant trébucher. Un autre bondit sur le côté, coupant court à toute tentative désespérée de rejoindre le troupeau. Le veau mugit, un son faible et rauque étouffé par le vent. Le troupeau ralentit au loin, mais ne rebrousse pas chemin. L'instinct les pousse à avancer. La survie est collective, mais non absolue. Les derniers instants sont rapides. Un bond, une poigne de fer à la gorge. D'autres se joignent à la lutte, leurs poids et leurs mâchoires écrasant toute résistance. Le combat dure quelques secondes. Le souffle se tait, puis le silence. Dans l'air froid, la vapeur s'échappe de leur corps. Les loups reculent un instant, la poitrine haletante et la langue pendante. Leurs yeux restent aux aguets, scrutant l'horizon même après la victoire. Sur ces terres, la possession est éphémère. Le mâle dominant se nourrit le premier, déchirant l'épaisse fourrure. La chaleur se répand dans l'air glacial. Le reste de la meute attend un instant avant de se joindre à lui, muscles et os cédant sous la pression exercée. Mais ils ne resteront pas seuls longtemps. Des formes noires commencent à descendre d'en haut. Corbeaux. Ils ont suivi la chasse depuis le début, profitant des courants ascendants et observant à distance de sécurité. Ils atterrissent maintenant juste derrière les mâchoires, bondissant sur le côté avec une audace calculée. L'un tire sur un tendon à vif. Un autre pousse un cri strident, appelant les autres. Leur intelligence est légendaire. Les corbeaux se souviennent des territoires de chasse, reconnaissent les loups un par un et guident même les prédateurs vers des proies vulnérables en échange de l'accès à leur carcasse. Que ce soit par choix ou par instinct, ils sont de véritables partenaires dans ce processus. La toundra réagit rapidement aux opportunités. Un renard polaire apparaît à la limite de l'horizon, son museau frémissant et ses yeux brillants d'une ambition prudente. Il garde ses distances, attendant que les loups aient fini leur repas. Plus loin, une mouette bourgmestre plane au-dessus, son cri faible résonnant contre le vent. Ici, rien ne se perd. En quelques heures, le cadavre se décomposera. En quelques jours, il ne restera que des ossements épars et de la terre noire. Les nutriments retourneront au sol. Les insectes s'y rassembleront. La vie nourrit la vie dans un échange ininterrompu. Les loups achèvent, le museau taché, les côtes désormais invisibles sous leur pelage tendu. Ils relèvent la tête et observent une dernière fois la meute au loin, tantôt en mouvement, tantôt en train de se reformer. Le cycle redémarre, car là où les loups suivent les meutes, d'autres suivent les loups. Le meurtre n'est jamais la fin de l'histoire. C'est une invitation. Longtemps après le départ des loups, la toundra poursuit son rendez-vous silencieux. Les premiers à rester sont les corbeaux. Noirs et luisants sur l'horizon pâle, ils s'approchent d'un bond assuré, inclinant la tête pour scruter les traces laissées par les loups. Un corbeau saisit un tendon gelé et tire. Le tendon résiste, raide de froid, mais la persévérance finit par payer. D'un claquement sec, il se libère. L'oiseau rejette la tête en arrière, avale, puis croasse, un croassement guttural qui résonne à travers la plaine. D'autres lui répondent. Les corbeaux sont bien plus que de simples charognards. Observateurs, opportunistes et stratèges, ils possèdent une mémoire qui s'étend sur plusieurs saisons. Ils se souviennent des lieux de chasse fructueux des loups et des individus qui tolèrent leur présence. Dans certaines régions, on les a même vus suivre délibérément des meutes, les guidant grâce à leur vue aérienne vers des proies potentielles. L'intelligence ici est un atout de survie aussi aiguisé qu'une dent. Mais ils ne sont pas les seuls à faire preuve de patience. À la lisière du paysage, presque invisible parmi la neige mouchetée et la toundra à découvert, attend un renard arctique. Son pelage change au fil des saisons, le blanc hivernal cédant la place à des bruns terreux. Ses oreilles frémissent à chaque mouvement, évaluant la distance et le danger. Le renard ne défie pas directement les loups. Il comprend la hiérarchie. Il étudie plutôt leurs habitudes alimentaires. Les loups se gavent puis se reposent. Lorsqu'ils se lèvent et s'éloignent, le renard avance prudemment, pas à pas. Une pause, un regard vers l'horizon, puis il se projette vers l'intérieur. Le renard arrache rapidement et efficacement de petits morceaux, se retirant entre chaque bouchée. Sa stratégie repose sur le timing, non sur la force. Une carcasse qui a nourri toute une meute peut nourrir un seul renard pendant des jours s'il est manipulé avec précaution. Il stocke les fragments dans des terriers peu profonds, les recouvrant de neige ou de mousse, créant ainsi un réseau de caches disséminées sur son territoire. Au sommet,
Des formes pâles descendent, formant des arches. Des goélands bourgmestres se posent en masse près de la carcasse, leur plumage blanc et gris se confondant avec les dernières plaques de neige. Contrairement aux corneilles, ils se battent ouvertement, battant des ailes et poussant des cris aigus et insistants. Ils sondent les tissus mous, leurs yeux scrutant constamment les alentours à la recherche de menaces. La toundra est un parlement de la faim. Puis au loin, sur la crête, quelque chose de plus grand apparaît. Un glouton s'approche au ras du sol, les épaules larges et le pas déterminé. Sa réputation le précède. Compact et pourtant d'une puissance immense, le carcajou possède des mâchoires capables de broyer des os gelés. Il ne se précipite pas. Il en a rarement besoin. Peu d'animaux osent défier un carcajou déterminé. Les corbeaux s'envolent les premiers, tournoyant au-dessus des environs. Le renard bat en retraite aussitôt, disparaissant derrière un monticule de terre dégelée. Même les goélands rebroussent chemin. Le carcajou baisse la tête vers la carcasse et se nourrit avec une concentration mécanique. Ses muscles se contractent sous l'épaisse fourrure tandis qu'il déchire la peau qui avait résisté aux charognards plus petits. Une fois rassasié, il accomplit un acte extraordinaire. Il saisit ce qui reste, un morceau de côte et de colonne vertébrale qui pèse presque 2 fois son propre poids et commence à traîner. Pas à pas, il traîne le butin à travers la toundra. La neige et la terre se tordent sous ses efforts. Le trajet peut s'étendre sur des centaines de mètres jusqu'à une cachette isolée, peut-être sous un rocher en surplomb ou dans un creux où le vent masque l'odeur. Dans un environnement où les proies fraîches sont imprévisibles, la possession de restes peut déterminer la survie pendant des semaines de disette. La caméra effectue un zoom très rapproché. Ce qui n'était au départ qu'une simple chasse est devenu un événement collectif. Les nutriments se répartissent à travers les différents niveaux de la vie. Les loups réduisent la meute. Les corbeaux annoncent l'occasion. Les renards saisissent le moment opportun. Les goélands se disputent les restes. Les carcajous sécurisent les réserves. Ce n'est pas le chaos. C'est un système structuré. La toundra arctique fonctionne selon des équilibres précis. L'énergie circule de la plante à l'herbivore, de l'herbivore au prédateur, du prédateur au charognard, et enfin retourne au sol. Même le plus petit fragment abrite des insectes, des bactéries et des champignons, chacun jouant son rôle dans un système où rien ne se perd. Et tandis que ce drame se déroule sur le terrain, une autre migration se profile à l'horizon. Car dans l'Arctique, le mouvement ne se limite pas aux sabots et aux pattes. Mais les migrations ne se limitent pas aux terres. Le ciel change avant la terre. Au début, ce n'est qu'un murmure lointain, un frémissement qui se superpose au vent. Puis, le son s'intensifie et acquiert un rythme. Des milliers d'ailes fendant l'air froid de l'Arctique. Haut dans le ciel, au-dessus de la toundra, des formes blanches se détachent sur le bleu. Oies des neiges. Ils arrivent en formation de V, chaque oiseau suivant celui qui le précède, réduisant ainsi la résistance de l'air et économisant son énergie pour un voyage entamé à des milliers de kilomètres au sud. Depuis leur quartier d'hiver, le long des côtes tempérées et des plaines agricoles, ils ont migré vers le nord en vagues régulières, guidés par les champs magnétiques, l'angle du soleil et leur mémoire génétique. La caméra effectue un travelling ascendant tandis qu'une formation passe juste au-dessus de nos têtes. Leurs ailes aux extrémités noires battent de façon synchronisée. Leurs cris résonnent en cascade, des couinements aigus et nasillards emplissant le ciel d'une urgence palpable. Puis les formations commencent à se désagréger. Ci-dessous se trouve un paysage transformé. Là où régnait il y a quelques semaines un silence glacial, l'eau de fonte s'accumule désormais sur la toundra, formant des zones humides peu profondes. Le pergélisol empêche le drainage, transformant les dépressions en lacs temporaires. Les herbes et les joncs éclatent en une floraison soudaine et abondante. Les insectes s'envolent en nuages scintillants. Les oies descendent vers cette explosion de vie. Vu du ciel, l'atterrissage ressemble à un chaos maîtrisé. Les oiseaux se tordent, déploient leurs ailes, abaissent leurs pattes et se posent en vagues ondulantes sur l'eau libre et le sol saturé. En quelques minutes, les zones humides vibrent de mouvement. Des milliers d'entre eux se pressent, se nourrissant rapidement et cueillant les jeunes pousses avec une précision implacable. Ici, le temps est compté. L'été arctique offre une courte période d'abondance entre de longs mois de disette. Les oies des neiges doivent se reproduire, faire éclore leurs œufs et élever leurs petits avant le retour du froid. Les couples se forment rapidement.
Sur les crêtes en pente douce, près des zones humides, les femelles creusent des nids peu profonds dans le sol qu'elles tapissent de duvets prélevés sur leur propre poitrine. Les mâles montent la garde à proximité, le cou tendu, et lancent des cris d'alarme à la moindre intrusion. La densité est étonnante. Les nids parsèment le paysage dans toutes les directions. Une vaste colonie visible du ciel comme des constellations dispersées sur la terre brune. Des conflits éclatent constamment. Une oie s'approche trop près du nid d'une autre. Les ailes battent, les becs claquent, les plumes volent dans des chocs brefs et explosifs. L'air vibre de cris qui se chevauchent, disputes territoriales, signaux d'accouplement et cris d'alarme. Et pourtant, au milieu de ce brouhaha, une tendance se dessine. En nichant en immenses colonies, les oies des neiges réduisent les risques individuels. Les prédateurs peuvent capturer des œufs ou des oisillons, mais ils ne peuvent pas s'attaquer à des milliers d'individus à la fois. Leur sécurité, comme celle des caribous, est une question de statistiques. Les zones humides grouillent de vie. On entend le battement des ailes, le clapotis de l'eau, l'herbe qui plie sous le poids incessant des animaux qui broutent. Au-dessus, les retardataires tournoient, cherchant le moindre espace libre. En quelques jours, ce qui n'était autrefois qu'une toundra déserte se transforme en l'un des sites de reproduction d'oiseaux les plus densément peuplés de la planète. La migration n'est pas terminée. Elle s'est multipliée. L'abondance est un signe. Là où des milliers d'oies des neiges se rassemblent, là où les zones humides vibrent du chant des oisillons et des nids à découvert, le ciel ne reste pas longtemps neutre. Très haut au-dessus de la colonie, presque invisible parmi les nuages, une forme se dresse, imperturbable face au vent. Le gerfaut. Le plus grand faucon, adapté aux conditions extrêmes de l'Arctique, se perche un instant sur un éperon rocheux avant de reprendre son envol. Il bat des ailes 2 fois, puis s'immobilise. L'oiseau s'élève sans effort, porté par des courants invisibles, jusqu'à ce que la colonie ne soit plus qu'une pâle mosaïque de mouvements. Puis elle replie ses ailes. La chute est soudaine et absolue. La gravité se fait arme. Le faucon fond sur lui comme une lame, accélérant avec une précision mortelle. Les oies des neiges en contrebas, paniquées, battent frénétiquement des ailes, et l'eau jaillit en gerbes d'écume tandis qu'elles tentent de s'envoler. Mais le faucon a déjà choisi sa cible. Au dernier instant, les ailes se déploient, les serres s'étendent. Impact. Une gerbe de plumes se disperse à travers la toundra. Le faucon emporte sa proie loin du chaos. Sur un terrain légèrement plus élevé, au-delà des zones humides, un autre prédateur attend avec une patience d'une toute autre nature. Une chouette harfang plane immobile, son plumage blanc à peine troublé de fines barres sombres. Sur l'immensité des champs de neige, elle est presque invisible. Contrairement au faucon, elle ne dépend pas de la vitesse du ciel. Elle écoute. Sous la mince couche de toundra, des tunnels s'ouvrent à travers la mousse et le sol dégelé. Les lemmings s'y déplacent, rongeant les racines et se multipliant de façon explosive durant les étés favorables. Leur population connaît des fluctuations spectaculaires et lorsqu'elle augmente, elle bouleverse tout le réseau trophique arctique. La chouette incline la tête. Son disque facial canalise le son vers des oreilles asymétriques, lui permettant de détecter les mouvements sous la végétation et même dans la neige à la surface. Un murmure ténu, une vibration trop subtile pour être perçue par l'homme. Le coup est instantané. Aile déployée, la chouette fond sur sa proie, ses serres s'enfonçant dans l'herbe et la terre. Elle se relève, petite silhouette frémissante, recroquevillée sur elle-même. La brève vie du lemming nourrit les œufs qu'elle pond dans un nid peu profond à proximité. Lorsque les lemmings abondent, les chouettes harfang prospèrent. En cas de raréfaction des lemmings, elles peuvent abandonner la reproduction ou parcourir de grandes distances en quête de nourriture. Les prédateurs de la toundra sont liés à ces pulsations invisibles. Plus on s'approche de la colonie d'oies, plus l'air se remplit de cris aigus et perçants. Chasseurs. Élégants et agressifs, ils patrouillent les abords des nids avec une détermination implacable. Contrairement au piquet précis de l'épervier ou au vol silencieux du hibou, les labs excellents dans l'opportunisme et le vol, ils volent bas au-dessus des nids, surprenant les oies adultes. Profitant d'une fraction de seconde de confusion, le lab fond sur un œuf exposé, l'attrape de son bec et s'enfuit. La colonie explose d'indignation, battant des ailes et poussant des cris qui déchirent l'air, mais le vol a déjà été commis.
Certains prédateurs vont encore plus loin. Ils harcèlent d'autres oiseaux marins en plein vol, les poursuivant jusqu'à ce que l'épuisement les force à relâcher leur proie. Le piratage est une stratégie employée dans ce cas. Vue du ciel, la toundra révèle des couches de tension. Les faucons attaquent les plus forts en vol. Les hiboux repèrent les rongeurs à l'affût. Les chasseurs exploitent la distraction et la densité. Chacun occupe une portion verticale différente du même écosystème, la terre, l'air et le fragile espace intermédiaire. Le ciel, comme la terre, est structuré par la faim. Et pourtant, même ces drames se déroulent sur une toile de fond plus profonde. Sous la mousse et l'eau de fonte, sous les tunnels et le pergélisol, le mouvement se poursuit, subtil, synchronisé et largement invisible. Car sous la surface, une autre migration est en cours. Sous les sabots des caribous et l'ombre des ailes des animaux sauvages, la toundra est sillonnée de chemins cachés. Elles ne sont pas plus larges qu'un doigt. En hiver, lorsque la neige recouvre la terre de plusieurs mètres de blanc, un monde secret se forme sous sa surface. La couche de neige agit comme un isolant, emprisonnant la chaleur qui remonte du sol. Les températures souterraines restent bien moins extrêmes qu'à la surface. Dans cette étroite bande entre la terre et la neige, apparaissent des tunnels, des passages sinueux creusés dans la mousse et les tiges gelées. C'est le royaume des lemmings. Petits, ronds et à peine plus grands que la paume de la main, les lemmings passent souvent inaperçus. Pourtant, dans l'Arctique, ils jouent un rôle essentiel. Leur influence se propage en cycles qui façonnent le destin des prédateurs dans des régions entières. La caméra plonge dans la neige. Sous l'écorce, un lemming file dans son tunnel, ses moustaches frôlant les parois glacées. Il s'arrête pour ronger une racine, travaillant méthodiquement avec ses incisives. Même dans l'obscurité, son monde est structuré. Des sentiers pour se nourrir, des nids herbeux, d'étroits passages d'évacuation qui se ramifient dans toutes les directions. Et puis, sans prévenir, les chiffres augmentent. Les populations de lemmings ne croissent pas progressivement. Dans des conditions favorables, comme une neige épaisse et isolante et une végétation abondante, elles se développent rapidement. Les femelles peuvent se reproduire quelques semaines après leur naissance, ce qui donne lieu à plusieurs portées en une seule saison. En quelques mois, ce qui n'était au départ que quelques dizaines d'individus devient des centaines, puis des milliers. En surface, la toundra peut sembler inchangée, mais en dessous, elle palpite et se multiplie. Avec le temps, l'espace se réduit, les ressources alimentaires diminuent, la pression augmente. C'est là que le mythe entre en contact avec l'histoire. Depuis des générations, les lemmings sont perçus comme des créatures poussées par un instinct aveugle à se jeter du haut des falaises dans un suicide collectif. C'est une image saisissante, un symbole de frénésie irrationnelle. Mais elle ne correspond pas à la réalité. Les lemmings migrent lors des pics de population. Ils se dispersent à la recherche de nouveaux territoires lorsque la densité devient insoutenable. Ils traversent des rivières et parcourent des terrains exposés. Dans la confusion du déplacement, certains se noient, d'autres tombent à la renverse, et de nombreux prédateurs en font des victimes. Mais il n'y a pas de folie collective, il n'y a que la nécessité écologique. La caméra remonte à la surface. L'été est arrivé. Les tunnels de neige s'effondrent sur les pâturages et les lemmings émergent à la lumière du jour. Désormais, ils se déplacent avec prudence, se faufilant entre les joncs et les buissons bas. Chaque pas est risqué. Sur un monticule voisin, un renard arctique s'immobilise à mi-hauteur. Ses oreilles frémissent indépendamment, captant un faible murmure dans la végétation. Elle se laisse glisser au sol, les muscles tendus. La toundra se tait autour d'elle. Un soupçon d'herbe. Le renard bondit. La neige explose lorsqu'il plonge tête la première, ses pattes avant perçant la fine couche. Un instant, seul son arrière-train et sa queue sont visibles, se tordant d'effort. Puis il se libère, ses mâchoires se refermant sur une petite silhouette qui se contorsionne. Durant les pics de population des lemmings, les terriers de renards regorgent de petits. Les harfangs des neiges pondent des couvées plus importantes. Même les hermines et les belettes étendent leur territoire. Les prédateurs synchronisent leur reproduction avec l'augmentation de la population de ce petit herbivore. Quand les lemmings s'écrasent, et ils le font toujours, le silence est profond. Les chouettes abandonnent leur nid. Les portées de renards diminuent. Certains prédateurs meurent de faim ou migrent vers le sud dans une quête désespérée de nourriture. Cet effet domino se propage à travers la chaîne alimentaire
affectant des espèces qui n'entrent jamais en contact direct avec un lemming. Vue du ciel, l'immensité de la toundra dissimule ces drames microscopiques. Pourtant, son équilibre en dépend. La migration des lemmings ne se mesure pas en milliers de kilomètres comme celle des caribous. Elle se mesure en variations de densité, en fluctuations d'abondance et de rareté. Elle est à la fois verticale et horizontale, des tunnels souterrains à l'air libre, des racines moussues aux griffes et aux dents. Ils se déplacent silencieusement, souvent invisibles. Cependant, lorsqu'elles émergent, la vie dans l'Arctique émerge avec elles. Car lorsque les lemmings prospèrent, la toundra respire. Bien avant que les caribous ne commencent à se frayer un chemin à travers la toundra, avant que les loups ne perfectionnent leur chasse dans les plaines ouvertes. Un autre survivant était déjà là, le bœuf musqué. Vestige de l'ère glaciaire, son ascendance remonte à un monde dominé par les mammouths et les tigres à dents de sabre. Sa silhouette est inimitable, basse et puissante, avec une large tête couronnée de cornes proéminentes qui s'incurvent vers le bas puis vers le haut comme des croissants de lune figés. Au premier abord, il semble presque préhistorique, comme si le temps avait oublié de le moderniser. Mais rien concernant le bœuf musqué n'est obsolète. La caméra effectue un zoom avant. Sa fourrure forme d'épais rideaux qui frôlent presque le sol. Sous son long et épais pelage extérieur se cache l'un des isolants les plus extraordinaires du règne animal, le kiviut. Cette fine laine intérieure est 8 fois plus chaude que la laine de mouton et plus douce que le cachemire. Elle emprisonne la chaleur si efficacement que même à des températures inférieures à moins 50 degrés Celsius, le bœuf musqué conserve sa stabilité, économisant son énergie là où d'autres gèleraient. Il ne migre pas sur de grandes distances comme les caribous. Il perdure. De petits troupeaux se déplacent lentement à travers la toundra, broutant joncs, herbes et pousses de saule qui percent obstinément le pergélisol. Leur allure est tranquille et économe. Chaque calorie compte dans cette région où l'abondance est saisonnière et éphémère. Parmi eux se déplacent les jeunes, de plus petites répliques au pelage sombre et aux yeux curieux. Ils restent près des adultes, apprenant le rythme du pâturage, la direction du vent et les signes du danger. Car le danger approche. Une meute de loups apparaît sur une crête lointaine, leur silhouette se détachant sur l'horizon. Ils ont suivi des caribous, chassé des animaux, mis à l'épreuve les plus faibles. À présent, ils s'attaquent à quelque chose de plus grand. Les loups descendent. Contrairement aux caribous, les bœufs musqués ne se dispersent pas au premier signe de danger. Ils ne misent pas sur leur vitesse. Au contraire, ils se regroupent. Les adultes resserrent les rangs, se rapprochant l'un de l'autre et formant un cercle défensif serré. Les cornes pointent vers l'extérieur, les épaules se contractent, les mollets se rapprochent du centre, protégés par des murs de muscles et d'os. Cette formation rocheuse est très ancienne. Autrefois, elle repoussait des prédateurs bien plus grands que les loups. Les loups le testent avec prudence. L'un tourne en rond, cherchant les points faibles. Un autre feinte sur le flanc, espérant semer la panique. Les bœufs musqués répondent à l'unisson, décrivant des cercles réguliers, leurs cornes suivant le mouvement comme une artillerie coordonnée. Un loup se jette sur quelqu'un de trop près. Un loup adulte charge avec une force prodigieuse, les cornes abaissées. Au dernier moment, il fait une embardée, évitant de justesse un coup de corne qui aurait pu lui briser les côtes. Le message est clair. Ce n'est pas une proie qui fuit aveuglément. Les loups se regroupent, errant calculateurs. Ils guettent une occasion, un veau qui s'éloigne trop, un vieux loup qui boite, une faille dans la meute. Mais le cercle demeure. Les minutes s'étirent en 1 heure. L'énergie se déplace du chasseur vers la proie. Ici, les loups ne peuvent se permettre d'être blessés. Une fracture dans l'Arctique est fatale. Finalement, la meute bat en retraite, se fondant dans le paysage à la recherche de proies plus faciles. Les bœufs musqués restent groupés longtemps après la disparition des loups. Ce n'est que lorsque la certitude remplace la tension qu'ils se dispersent. Les veaux regagnent prudemment le pré, se blottissant contre leur mère. Le vent s'engouffre dans leur épais pelage, faisant onduler la longue fourrure extérieure comme des drapeaux dans une tempête glaciale. Ils reprennent le pâturage. Leur stratégie n'est pas le mouvement, mais la résilience. Tandis que les caribous traversent les continents et que les oiseaux relient les hémisphères grâce à leurs ailes, les bœufs musqués restent enracinés à cette terre. Ils survivent non pas en fuyant la brutalité de la toundra, mais en l'affrontant de front.
Ce sont des monuments de résilience dans un paysage qui mettent à l'épreuve chaque organisme face au froid et à la rareté. Et dans l'Arctique, il s'agit également d'une forme de migration, non pas par la distance, mais par le temps. Tous les géants ne voyagent pas. Loin des zones de mise base intérieure, là où la toundra cède la place à l'océan déchiqueté, un autre chasseur attend en silence. La banquise s'étend jusqu'à l'horizon, mosaïque mouvante de plaques blanches séparées par des veines d'eau sombre. Ce n'est pas un sol solide. C'est une surface vivante qui se forme et se fragmente au gré des courants, du vent et des variations de température. Ici, la survie repose sur la précision. Un ours polaire est seul. Son corps est énorme, et pourtant il se déplace en silence. Chaque pas est prudent sur une glace qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur ou être aussi fine qu'une feuille de papier. Sous sa fourrure, d'apparence blanche mais en réalité translucide, se cache une peau noire qui absorbe la faible chaleur du soleil arctique. Une épaisse couche de graisse isole son corps. Chaque adaptation converge vers un seul but, la chasse aux phoques. L'ours baisse la tête. Plus loin, à peine visible à travers la neige balayée par le vent, se trouve une petite ouverture circulaire dans la glace. Un évent. Les phoques annelés entretiennent ces ouvertures tout au long de l'hiver et du printemps, remontant à la surface par intervalles pour respirer avant de replonger dans l'océan obscur. L'ours attend à ses côtés. L'immobilité devient une stratégie. Les minutes passent, puis 1 heure. Le givre se forme sur les moustaches de l'ours. Son souffle s'élève en volute de condensation avant de disparaître dans le vent glacial. Il ne bouge pas, il ne cligne des yeux que le strict nécessaire. Un seul faux pas pourrait alerter le phoque en contrebas, sous la glace du mouvement. Le phoque s'élève, propulsé par les puissants mouvements de ses nageoires postérieures. Il s'approche prudemment du trou. Il a déjà utilisé cette ouverture. Il lui fait confiance. La glace en surface tremble. Un léger craquement se propage comme une toile d'araignée. Les muscles de l'ours se contractent presque imperceptiblement. C'est l'instant où la patience se mue en force. Le nez du phoque émerge de la surface. Dans un mouvement fulgurant, l'ours attaque. Une patte avant, grande comme une assiette, s'abat avec une force dévastatrice. Ses griffes s'enfoncent dans la peau glissante. La glace se fissure violemment sous l'impact. L'eau jaillit en fragments et en brume. Un instant, prédateur et proie se retrouvent piégés à la frontière de 2 mondes, la mer et le ciel. L'ours se cabre alors avec une force prodigieuse, entraînant le phoque sur la glace avant qu'il ne puisse battre en retraite. Le combat est bref. L'Arctique n'offre guère d'espace pour un affrontement prolongé. Le silence revient presque aussitôt. La glace se stabilise, craquant doucement sous l'effet de la redistribution de la pression. L'ours se nourrit efficacement, dévorant d'abord la graisse, la réserve d'énergie qui lui permet de survivre des mois. Dans cet environnement, la graisse est synonyme de vie. Autour d'eux, la banquise ondule et murmure. Ce n'est pas une surface permanente. Elle se forme en hiver, se brise au printemps et recule en été. Chaque année, la zone de chasse se réduit ou s'étend selon la température et le vent. L'ours lève la tête et explore la vaste étendue gelée. Ici, la chasse ne consiste pas à poursuivre une cible à travers de vastes plaines. Ce n'est qu'une question de temps. C'est de la glace. Et la glace est en train de changer. L'été n'arrive pas en catimini dans l'Arctique. Explosé. Quelques jours après le dégel, la toundra se métamorphose, passant de teintes ternes brunes et blanches à une mosaïque éclatante de vert, d'or et de violet. L'eau de fonte se répand sur le pergélisol et s'accumule dans des bassins peu profonds qui reflètent un soleil qui ne se couche plus. L'air s'adoucit. Le vent transporte l'humidité au lieu de la glace et la vie s'élève. Sous la surface qui dégèle, des tiges percent la mousse comme des déclarations urgentes. Les pavots arctiques inclinent leur corolle jaune vers le soleil bas et circulaire. La saxifrage pourpre fleurit en coussins denses près du sol, minimisant les pertes de chaleur. L'herbe cotonneuse déploie des touffes blanches qui ondulent dans la brise comme des flocons de neige renversés. Ici, la saison de croissance ne dure que 8 à 10 semaines. Chaque plante est engagée dans une course contre la montre. La caméra s'attarde sur un bourgeon qui frémit sous le vent. Il s'ouvre au ralenti, ses pétales se déployant dans la lumière qui brillera 24 heures sur 24. Le pollen mûrit rapidement. Inutile d'attendre. Puis l'air se met à bourdonner. Au début, ce n'est qu'une légère vibration. Puis elle s'intensifie jusqu'à devenir un son qui semble emplir tout l'horizon. Moustique.
des milliards d'œufs éclosent des innombrables mares laissées par la fonte des glaces. Chaque femelle recherche du sang, source de protéines pour le développement de ses œufs. Leur éclosion coïncide précisément avec l'arrivée des grands mammifères. Les caribous le sentent avant même que nous le voyions. Leurs têtes se redressent brusquement. Leurs oreilles frémissent. Leurs queues battent contre leurs flancs. En quelques secondes, des nuages sombres d'insectes se forment autour de leurs yeux, de leurs narines et de la fine peau de leur ventre. L'air au-dessus du troupeau se transforme en une brume vivante. Un caribou secoue violemment la tête, ses bois lacérant la foule. Il souffle, ses sabots martelant le sol humide. Un autre s'élance soudain dans une course frénétique, non pas pour fuir le prédateur, mais pour échapper à la souffrance. Bientôt, toute la meute se met en mouvement. Ils se regroupent ou cherchent refuge sur des crêtes exposées au vent où une brise légère leur apporte un peu de répit. Certains s'enfoncent dans les rivières glacées, jusqu'au ventre, pour échapper aux attaques. D'autres courent à travers les plaines, dépensant une énergie précieuse simplement pour se soustraire aux ailes incessantes. Pour les jeunes, déjà affaiblis par la traversée des rivières et la pression des prédateurs, les insectes représentent bien plus qu'une simple nuisance. La perte de sang et le stress peuvent leur être fatals, mais même cette frénésie joue un rôle. Les insectes sont de la nourriture. Les oiseaux arctiques s'en gavent. Les poissons remontent les cours d'eau de fonte pour se nourrir des carcasses tombées au sol. Et planant au-dessus des fleurs, des créatures parfaitement adaptées à cette saison de rareté. Un bourdon arctique se pose lourdement sur une fleur luisante, son corps recouvert de poils isolants. Contrairement à de nombreux insectes, il peut générer de la chaleur interne en faisant vibrer ses muscles de vol, ce qui lui permet de rester actif dans des conditions glaciales qui immobiliseraient d'autres espèces. Il se déplace avec précaution de fleur en fleur, récoltant des pelotes de pollen grâce à ses pattes brillantes. Au ralenti, tandis que l'abeille s'élève, un nuage de poussière dorée s'élève dans les airs, suspendu un instant avant de se déposer sur les pétales voisins. La fécondation en action. La vie se multiplie sous la lumière éternelle du jour. La toundra vibre de productivité. Les lemmings se nourrissent de jeunes pousses. Les oies broutent sans relâche pour nourrir leurs oisons en pleine croissance. Les caribous reconstituent leurs réserves de graisse épuisées lors de la migration et de la mise bas. Les prédateurs trouvent des proies abondantes et faciles d'accès. Vue du ciel, la plaine autrefois blanchie à la chaux apparaît désormais texturée et vivante, avec des zones humides scintillantes, des fleurs parsemant les crêtes et des volées d'oiseaux traçant des sentiers sombres à travers des zones émeraudes. Mais cette explosion est temporaire. Le soleil peut tourner sans se coucher, mais son arc se raccourcit subtilement chaque jour. Les ombres s'allongent imperceptiblement. Les premières lueurs rouges filtrent à travers les feuilles. Sous la surface, le pergélisol demeure figé, en attente. L'Arctique n'accorde pas une abondance permanente. Il impose l'intensité. Et tandis que les insectes pullulent et que les fleurs s'épanouissent dans un défi radieux au froid, le compte à rebours a déjà commencé. Parce que l'été est court. L'automne n'arrive pas en grande pompe dans l'Arctique. Ça fuit. Le soleil, jadis infatigable, commence à disparaître sous l'horizon. Sa trajectoire s'aplatit. La lumière passe d'un éclat blanc à un or bruni, projetant des ombres comme de longs doigts tremblant sur la toundra. Les jours raccourcissent, d'abord imperceptiblement, mais de façon notable. Le rythme change. Le pouls ralentit. Les plantes réagissent immédiatement. La mosaïque verte de l'été se pare d'ambre et de rouille. Les feuilles des bouleaux nains scintillent d'or. Le saule arctique rougit. Les mousses s'assombrissent. Vue du ciel, la toundra ressemble à une vaste tapisserie chatoyante où s'entrelacent des rivières aux plaines cuivrées et où se reflètent des lacs qui se refroidissent sans cesse. C'est charmant. C'est aussi un avertissement. Les caribous le sentent au plus profond d'eux-mêmes. Les taureaux, autrefois amaigris par le rut de fin d'été, se déplacent désormais avec une détermination renouvelée. Ils ont depuis longtemps perdu le velours de leurs cornes, ne laissant derrière eux que des côtes durcies, acérées et redoutables. À présent, leurs combats sont plus fréquents, leurs cornes s'entrechoquant avec des craquements sourds qui résonnent dans la plaine. Ils doivent affirmer leur domination avant que l'hiver ne les dépouille de tout ce qui est superflu. Les troupeaux diminuent. Certains jeunes ne se sont jamais remis de la traversée des rivières.
D'autres ont été victimes des loups durant le chaos estival provoqué par les insectes. Certains n'ont tout simplement pas grandi assez vite pour supporter les exigences énergétiques constantes du mouvement. Leur absence est d'abord imperceptible. Une brèche dans la formation, une silhouette invisible au sein de la foule. Mais les places s'accumulent. Les prédateurs ont prospéré. Les loups se déplacent désormais plus lourds, leurs côtes n'étant plus visibles sous leur épaisse fourrure d'hiver. Les louveteaux nés au printemps sont devenus d'habiles chasseurs, maîtrisant la chorégraphie de la poursuite. Ils testent les flancs de la meute avec une audace accrue. Un faux pas, une hésitation, un moment de confusion. Il n'en faut pas plus. Une course-poursuite éclate à travers la plaine dorée. Sous le claquement des sabots, la poussière et le givre se dispersent. Les loups s'éparpillent, ouvrant la voie au lieu d'attaquer de front. Ils isolent un jeune caribou, ni le plus petit, ni le plus fort, simplement celui qui trébuche d'un demi-pas de trop. La distance se raccourcit. La toundra, témoin silencieux, absorbe le son. Les prédateurs doivent faire des réserves dès maintenant. La fenêtre d'opportunité se réduit de jour en jour. Les renards arctiques stockent de la viande dans des fosses peu profondes qui seront bientôt entièrement gelées. Les harfangs des neiges, repus de leurs proies estivales, se perchent sur des monticules à la recherche d'une dernière vague d'activité des lemmings avant que le monde sous-Nive ne se referme sous la neige. Même les ours ressentent un sentiment d'urgence. Ceux qui chassaient les phoques sur la banquise se replient vers l'intérieur des terres au gré des fractures et des reformations imprévisibles de la glace. Ils se nourrissent de baies, récupèrent les carcasses de loups et économisent leur énergie. La graisse les isole du froid. La graisse, c'est la survie. Les caribous commencent à se diriger vers le sud. Ni panique, ni chaos. Dans une décision lente et collective, façonnée par un instinct plus vieux que la glace elle-même. Leurs mouvements sont plus silencieux à présent. Les veaux qui ont survécu à l'été sont plus grands et plus forts, mais leurs pas sont fatigués. Leurs muscles sont douloureux après des mois de déplacement. Le troupeau ne s'étend plus à perte de vue. Il se déplace en bandes plus étroites. Des cristaux de givre se forment du jour au lendemain sur les berges. Les eaux peu profondes se couvrent d'une fine glace qui craque sous les sabots. Le vent se lève, charriant une odeur métallique, et l'hiver approche à grands pas. Un matin, les premières neiges tombent. C'est léger, presque fragile. Les flocons dérivent latéralement sous l'effet d'un vent qui a repris de la force. Ils fondent au contact de la terre encore chaude et disparaissent dans le sol. Mais le signal est clair. Quelques jours plus tard, une nouvelle chute de neige s'abat, plus épaisse, s'accrochant aussi bien à la fourrure qu'à l'herbe. La toundra dorée s'assombrit sous un voile blanc. Des traces demeurent, imprimées dans la poussière. Loups, renards, caribous, des histoires écrites et aussitôt effacées. L'épuisement gagne les survivants. Une vache marque une pause plus longue entre chaque pas. Un taureau baisse les cornes, son souffle chaud et humide emplit l'air. Les veaux marchent maintenant près de leur mère, préservant leur chaleur et leur courage dans leur proximité. La migration n'est pas un triomphe. C'est une forme de résistance. Chaque survivant porte en lui le bilan invisible de l'année, calories ingérées, sang perdu, distance parcourue, risques surmontés. Le paysage les a mis à l'épreuve à chaque étape, courant des rivières, nuées d'insectes, prédateurs et une distance impitoyable. Ceux qui restent debout ne sont pas les plus forts au sens strict. Ce sont ceux dont le rythme s'est aligné, dont les décisions, conscientes ou instinctives, ont favorisé la probabilité. L'évolution n'est pas sentimentale. Elle est statistique. Le soleil continue de se retirer. La lumière de midi ressemble désormais à celle d'un après-midi. L'horizon se teinte brièvement d'orange avant de laisser place à une ombre bleutée. Les nuits s'allongent, se refroidissent, deviennent plus absolues. Les oiseaux sont partis. Les oies sont partis en bandes éparses il y a des semaines, leurs cris résonnant dans l'air raréfié. Les zones humides sont silencieuses. Les insectes disparaissent presque du jour au lendemain. Leur bref règne est terminé. Suivez la piste du caribou. Derrière eux, les prédateurs observent, calculateurs. Les loups les poursuivront tant qu'ils auront l'avantage. Les renards les traquent. Les corbeaux planent au-dessus d'eux, patients et observateurs. Un autre veau trébuche. Une autre brèche se forme. La neige s'accumule. Le vent forme des congères sur les crêtes abruptes. Le troupeau avance, plus petit, plus compact, plus silencieux. Et puis, un après-midi, sous un ciel qui brille faiblement des derniers rayons du soleil, la toundra se tait.
Les caribous se découpent en silhouettes sur un horizon qui n'est plus lumineux, mais teinté d'indigo. Le givre s'accroche à leur museau. Leur souffle s'élève en nuages synchronisés. Au-dessus d'eux, la lumière disparaît complètement. Et puis, les ténèbres. Lorsque le soleil se retire enfin pour des mois, l'Arctique ne dort pas. L'obscurité s'installe avec une certitude insidieuse. Les jours ne se mesurent plus à la lumière, mais aux faibles lueurs reflétées sur la glace et la neige. Les températures chutent jusqu'à -50 degrés Celsius. Le vent est implacable, balayant les plaines, creusant des congères et recouvrant de givre toute surface exposée. Le souffle gèle instantanément, enrobant museau, moustache et cils sans distinction. Malgré tout, la vie persiste. La neige elle-même se transforme en toile. Certaines nuits, les aurores boréales illuminent le ciel, des bandes vertes, violettes et pourpres dansant sur un fond d'encre. Les couleurs scintillent et se confondent, baignant le monde gelé d'une lueur surréaliste. Les ombres s'étirent à l'infini. Des loups se déplacent parmi les congères comme des silhouettes, leur pelage se fondant dans la neige et la lumière aurorale, seul mouvement dans un paysage qui autrement serait plongé dans le silence. Plus bas, dans des terriers peu profonds, des lièvres arctiques se blottissent les uns contre les autres. Leur épaisse fourrure d'un blanc éclatant les rend presque invisibles sur la toundra enneigée. Leurs muscles se contractent à chaque rafale de vent. Le moindre faux pas pourrait attirer l'attention d'un prédateur ou les contraindre à dépenser une énergie considérable, mettant ainsi leur survie en péril. Ils grignotent des tiges et des racines conservées, mesurant chaque bouchée et comptant chaque calorie. Ailleurs, le lagopède s'adapte à l'obscurité et au froid. Son plumage, déjà brun après l'été, a blanchi, le camouflant parfaitement sur la neige. Il se déplace avec précaution, les ailes légèrement relevées pour éviter le contact avec la glace, grattant la mousse et le lichen de ses serres acérées, conscient que le moindre mouvement est observé et le moindre son amplifié par le silence de l'air. Les prédateurs se sont également adaptés à l'obscurité. Les loups, forts de leur ouïe fine, repèrent le moindre craquement de la glace ou le plus léger bruit d'un lièvre traversant la neige. Leurs yeux, habitués à la faible luminosité, captent les lueurs fugaces des aurores boréales qui illuminent le sol. Chaque pas est calculé, chaque effort est minimisé, prêt à être déclenché au moment précis. L'écosystème se maintient dans un équilibre fragile. Les lemmings creusent des tunnels sous la neige, indifférents à l'obscurité grandissante, poursuivant leur cycle paisible. Leurs mouvements s'étendent vers le ciel, les renards émergent pour profiter des rares faiblesses de la couche de neige, tandis que les chouettes se perchent silencieusement, guettant le moindre signe d'activité à la surface. Les corneilles, bien que rares dans la nuit polaire, filent parfois à l'horizon, se nourrissant des restes laissés par les prédateurs plus opportunistes. Même les caribous survivent. En troupeaux dispersés, ils se déplacent lentement et avec précaution. La neige est plus épaisse maintenant, et leurs bois, jadis armes lors des parades nuptiales, leur servent à fendre les congères et à tester la glace croûtée. Chaque pas est une négociation avec ce monde gelé. La fatigue, la faim et le froid les accablent de toutes parts. L'aurore boréale palpite au-dessus de nos têtes, nous rappelant que l'obscurité arctique n'est jamais absolue. La lumière réfléchie illumine les textures, neige ondulante, crêtes de glace déchiquetées et silhouettes lointaines des montagnes adoucies par le clair de lune. Les ombres se déplacent à chaque rafale de vent. C'est un monde où la vision est limitée, mais la perception exacerbée. Oui, odorat, vibration, ces sens dominent. C'est la survie mesurée par la patience. Dans la nuit arctique, la précipitation est dangereuse. L'énergie gaspillée à la recherche d'un confort éphémère peut être perdue à jamais. Toutes les espèces, prédateurs et proies, ont intégré ce rythme. Le mouvement est calculé, la chasse est délibérée. La recherche de nourriture est précise. Abri, chaleur, camouflage. Autant d'outils maniés avec une conscience aiguisée au fil des générations. Même la beauté a son utilité. L'aube, le reflet de la lune sur le givre, le scintillement de la glace. Autant de signes de l'état de la neige, de la direction du vent et des itinéraires sûrs. La vie interprète ces signes avec autant d'instinct qu'elle interprète les odeurs ou les sons. La nuit semble interminable, mais chaque créature porte en elle la carte de la survie. Où se réfugier, quoi manger, quand se déplacer, quand se reposer. Chaque adaptation, chaque nuance de comportement est le fruit de millénaires de sélection extrême.
Du lièvre au lagopède, du loup au corbeau, la nuit arctique est un véritable creuset de survie. Seuls ceux qui s'adaptent parfaitement à ces exigences survivent. L'aube scintille à nouveau, étirant des rubans de lumière sur la toundra. Un loup solitaire lève le museau, reniflant le froid, à l'écoute du moindre mouvement en contrebas. Ses yeux brillent faiblement, reflétant des stries vertes et violettes. Un lièvre se fige, blanc sur blanc. La toundra exhale un vent qui siffle à travers la glace et la roche. Dans cette obscurité glaciale et en perpétuelle mutation, l'existence se réduit à son essence, énergie, adaptation et persévérance infatigable. Seuls ceux qui s'adaptent survivent. Sous la surface de la glace et de la neige se cache une histoire plus ancienne que la migration des caribous, plus ancienne que la chasse des loups, plus ancienne même que les aurores boréales qui ondulent dans le ciel. La toundra arctique est composée de pergélisol, une couche de sol, de roches et de matière organique gelée depuis des milliers d'années. Dans certaines régions, elle atteint des centaines de mètres de profondeur, conservant ainsi des traces permanentes du climat et de la vie, un registre gelé s'étendant sur des siècles. Les carottes de glace extraites de ce sol révèlent du pollen, de la suie et même des fragments de plantes entières, préservant les vestiges d'écosystèmes disparus depuis longtemps. Grâce à un examen minutieux, les scientifiques retracent les variations de température, les régimes de vent et la répartition des espèces sur des millénaires. Une histoire au ralenti gravée dans la glace. Mais le pergélisol n'est pas inerte, il recèle un potentiel vivant. Prisonnier de sa glace se trouve un réservoir de carbone extraordinaire, emprisonné dans la matière végétale, la tourbe et les débris organiques. Selon certaines estimations, les sols arctiques contiennent près de 2 fois plus de carbone que l'atmosphère. Ce vaste réservoir, stable depuis des siècles, est pourtant vulnérable. Lors du dégel, qu'il soit progressif sous l'effet du réchauffement saisonnier ou brutal lors des vagues de chaleur, les microbes se réveillent et commencent à décomposer cette matière, libérant ainsi des gaz à effet de serre. Ce passé gelé, jadis un véritable coffre-fort, pourrait devenir un moteur du changement climatique. La vie dans ce paysage glacé a développé des solutions extraordinaires. Les poissons vivant sous la glace, par exemple, survivent à des températures inférieures au point de congélation du plasma sanguin. Leur secret, des protéines antigel, des inhibiteurs moléculaires qui empêchent la formation de cristaux de glace dans les cellules. Ces protéines sont précises et délicates, une armure invisible contre le froid arctique. Les mammifères possèdent également des adaptations qui leur permettent de survivre au froid. Les loups et les renards ont des pattes isolées par une fourrure dense, ce qui répartit leur poids sur la neige et limite les pertes de chaleur. Les caribous ont des poils creux, un réseau de poches d'air à l'intérieur de chaque poil qui emprisonnent la chaleur et leur permettent de flotter dans la neige profonde. Les bœufs musqués, avec leurs sous-poils de kiviut, résistent à des températures qui gèleraient la plupart des créatures en quelques minutes. Les oiseaux, comme les lagopèdes, gonflent leurs plumes pour créer des couches d'air isolantes, changeant de couleur au fil des saisons non seulement pour se camoufler, mais aussi pour économiser de l'énergie. Même les insectes synchronisent précisément leur émergence pour profiter des brèves périodes de chaleur, certains produisant du glycérol et d'autres antigels naturels pour survivre lorsque la glace adhère encore au sol. Vues du ciel, les images satellites révèlent des motifs invisibles à l'œil nu. Les rivières, creusées dans le pergélisol, se déplacent lentement au fil des ans. Les cycles de végétation pulsent selon des rythmes concentriques et l'expansion saisonnière de la glace crée une mosaïque d'habitats changeants. Les images en accéléré du dégel montrent la toundra qui respire, l'effondrement des crêtes et des buttes, l'expansion des lacs et la formation de cours d'eau là où s'accumule l'eau de fonte. Les carottes de glace, les échantillons de sédiments et les relevés aériens offrent aux chercheurs un ensemble de données et d'images où chaque cliché témoigne à la fois de la fragilité et de la résilience de cette étendue gelée. L'eau elle-même devient le théâtre d'extrêmes. Les rivières gonflent soudainement avec la fonte des neiges pour regeler quelques semaines plus tard. Les lacs scintillent en été avant de se solidifier sous l'effet des premières neiges. La faune sauvage tire profit de ces rythmes. Les poissons se déplacent sous la glace mouvante, tandis que les prédateurs apprennent à repérer les périodes propices à la chasse. Même les communautés microbiennes du sol et de l'eau font preuve de spécialisation. Certaines survivent dans les canaux de saumure au sein de la banquise.
d'autres ne s'activent qu'au dégel du pergélisol, accomplissant un travail écologique essentiel au maintien de la vie. Chaque adaptation, chaque stratégie, chaque tactique de survie est poussée à l'extrême. C'est un monde où tout se mesure en fractions de degrés de température, en millimètres de neige, en minutes d'ensoleillement ou en absence totale d'ensoleillement. Pour ceux qui y prospèrent, la perfection est une nécessité, non un luxe. Pourtant, ce système ancestral n'est pas à l'abri. Le dégel du pergélisol s'accélère avec le réchauffement climatique. La glace fond plus tôt et regèle plus tard. Le dégagement de carbone modifie les cycles de croissance des plantes locales, ce qui a des répercussions sur les herbivores et les prédateurs. Même les adaptations les plus sophistiquées pourraient bientôt être mises à l'épreuve par une force plus ancienne et plus puissante que les caribous, les loups ou les oiseaux migrateurs eux-mêmes. Mais une nouvelle force fait son entrée dans la toundra. Depuis des millénaires, les humains parcourent l'Arctique, non en conquérant, mais en harmonie avec son rythme. Les communautés autochtones, comme les Samis, les Nénètes, les Inuits et bien d'autres, ont bâti leur existence en harmonie avec les extrêmes de la toundra. Leur survie repose non sur la domination, mais sur une observation attentive, un savoir ancestral et une gestion avisée du temps. Les familles suivent leurs troupeaux, anticipent les changements météorologiques et décryptent le langage subtil de la neige, de la glace et du vent. L'élevage de rennes, une pratique ancestrale, fait écho aux grandes migrations des ongulés sauvages, déplacements saisonniers, sélection génétique et dépendance à la fois au fourrage naturel et à une gestion humaine attentive. Ces communautés coexistent avec les prédateurs, s'adaptent aux étés courts et se préparent aux hivers rigoureux. Elles construisent des abris capables de résister aux blizzards, confectionnent des vêtements à partir de peaux dont l'isolation rivalise avec celle du poil du bœuf musqué et exploitent les ressources sans les épuiser. Dans ce paysage, l'être humain n'est qu'un maillon de plus du réseau complexe du vivant, soumis aux mêmes pressions que toutes les espèces. Cependant, l'Arctique moderne n'est pas épargné. Routes et campements temporaires s'étendent plus loin que jamais. L'exploration pétrolière et gazière pénètre profondément dans le pergélisol, extrayant une énergie autrefois enfouie sous la glace et la toundra. Les machines industrielles détériorent les sols fragiles, laissant des cicatrices qui pourraient mettre des décennies à se résorber. Le recul des glaces ouvre de nouvelles voies de navigation, permettant au commerce mondial d'accéder à des eaux autrefois inaccessibles la majeure partie de l'année. Cette augmentation du trafic engendre bruit, pollution et risque de collision avec la faune marine. Même de petits changements ont des répercussions. Un oléoduc modifie la répartition de la neige. Un sentier dégagé perturbe les routes de migration des caribous. Les régimes d'eau de fonte changent subtilement mais significativement. Là où la glace régissait autrefois des cycles prévisibles entre prédateurs et proies, la fonte des glaces et l'érosion créent de l'incertitude. Les routes migratoires, leur calendrier et le succès de la reproduction s'en trouvent tous affectés. Cependant, la résilience est bien présente. Les éleveurs et les communautés autochtones s'adaptent. Les pratiques saisonnières évoluent. La connaissance des régimes de vent, de l'épaisseur de la glace et du comportement des prédateurs devient de plus en plus cruciale. Les techniques traditionnelles se conjuguent aux technologies modernes. Le suivi GPS des rennes, les satellites météorologiques et les réseaux de communication permettent d'anticiper les risques et d'en minimiser l'impact. Certaines stations de recherche maintiennent une empreinte écologique minimale, surveillant la faune et le climat, tout en respectant le fragile équilibre qui préserve l'Arctique. La vaste et ancestrale toundra a toujours connu des cycles d'abondance et de pénurie. La présence humaine engendre de nouvelles pressions, mais favorise aussi l'observation, l'étude et une prise de conscience croissante de sa fragilité. Il subsiste des havres de paix où la terre respire librement, où les caribous traversent des rivières gelées sans être gênés par les machines, où les oies des neiges planent en bandes ininterrompues et où les prédateurs chassent sous des aurores boréales qui dansent depuis des millénaires. Le contraste est saisissant. D'un côté, des siècles de survie humaine témoignent d'une grande capacité d'adaptation et d'une profonde compréhension. De l'autre, l'expansion industrielle, le changement climatique et l'interconnexion mondiale accélèrent des processus que l'Arctique n'a jamais connus.
Même le pergélisol, ce réservoir de carbone et d'histoire figé dans le temps, réagit au réchauffement d'origine humaine en libérant des gaz à effet de serre dont les répercussions s'étendent bien au-delà de la région. La toundra demeure spectaculaire, impitoyable et mystérieuse. Elle abrite des superprédateurs, des géants migrateurs et l'être humain. Ces cycles se poursuivent, mais la prévisibilité qui rythmait autrefois la vie ici est en train de changer. Des schémas qui ont perduré pendant des millénaires, migrations qui se mesurent en vies humaines, prédation synchronisée avec le dégel, naissance liée à l'émergence des insectes, sont désormais confrontés à une force variable qui ne se laisse plus deviner par le seul vent ou le sol. La migration, qui définissait autrefois l'éternité, est désormais confrontée à l'incertitude. L'Arctique perdure depuis des millénaires, sculpté par le vent, la glace est le cycle incessant de la vie et de la mort. Les caribous parcourent ces plaines depuis des dizaines de milliers d'années. Les prédateurs y chassent avec une précision affinée au fil des générations et les oiseaux migrateurs synchronisent leur arrivée avec la brève et abondante période estivale. Chaque mouvement, chaque adaptation est le fruit d'un apprentissage dans un monde d'extrêmes. Mais la situation évolue. La glace se forme plus tard dans la saison, fond plus tôt et n'atteint plus l'épaisseur d'antan. La banquise, essentielle aux ours polaires et aux phoques, recule, obligeant les prédateurs à adapter leur stratégie de chasse et intensifiant la concurrence pour des ressources de plus en plus rares. À l'intérieur des terres, les zones de reproduction, jadis prévisibles et sûres, se transforment sous l'effet de la fonte des glaces et de l'évolution de la végétation. Ce qui était jadis un étroit corridor de survie, cartographié sur des milliers de kilomètres grâce à l'instinct et à la mémoire, devient un labyrinthe d'incertitudes. Les effets se répercutent sur toute la toundra. L'équilibre parfait, jadis harmonieux, entre prédateurs et proies, est désormais fragilisé par de nouvelles pressions. Dans certaines régions, les loups pourraient rencontrer des concentrations plus élevées de caribous, ce qui accroîtrait la prédation, tandis que les renards et les oiseaux doivent s'adapter à l'évolution des populations de lemmings. Les jeunes qui ont survécu aux traversées de rivières et aux inondations estivales sont maintenant confrontés à un autre défi. Survivre dans un paysage qui a changé plus vite que les cycles évolutifs ne peuvent s'adapter. Le moindre faux pas, une rivière en crue, un nid exposé ou un troupeau arrivé en retard peut faire basculer la situation. Malgré ces menaces, l'espoir demeure. La science de la conservation offre des outils autrefois insoupçonnés. Le suivi par satellite permet aux éleveurs et aux chercheurs de surveiller les migrations et d'identifier les changements en temps réel. Les corridors protégés réduisent l'impact humain sur les voies de migration essentielles. Les projets de restauration stabilisent le pergélisol et réintroduisent la végétation dans les zones de reproduction dégradées. Les initiatives de collaboration entre les communautés autochtones et les scientifiques conjuguent les savoirs écologiques traditionnels et les technologies modernes, garantissant ainsi une meilleure compréhension et un meilleur soutien des migrations, du comportement des prédateurs et des cycles de reproduction. L'observation seule ne suffit pas. Une intervention respectueuse des rythmes naturels de la toundra devient essentielle. Il est possible de surveiller les populations de prédateurs, de réguler la pression de la chasse et de planifier les infrastructures humaines en minimisant les perturbations. Même de petites initiatives, comme la préservation des zones humides, le suivi de l'épaisseur de la neige et la maîtrise de l'impact industriel, génèrent des bénéfices en cascade pour l'ensemble de l'écosystème. La toundra demeure un monde d'extrêmes. La glace se fissure, les rivières débordent, les tempêtes font rage. Les animaux continuent de migrer, de chasser, de se reproduire et de mourir selon des cycles dictés par l'instinct de survie. Mais ces cycles coexistent désormais avec la conscience et l'influence humaine, capables de les perturber ou de les renforcer. Pour ceux qui persévèrent, l'adaptation est primordiale. Pour les humains, la compréhension était synonyme de survie. Pour les caribous, les loups, les oies, les lemmings et les bœufs musqués, chaque pas, chaque respiration, chaque mouvement calculé contribue à perpétuer l'histoire de l'Arctique. Une histoire écrite dans le gel, le vent et la force. L'avenir des migrations n'est ni garanti ni désespéré. Il est conditionnel, en équilibre précaire entre résilience et respect. Si les couloirs de migration sont protégés et les rythmes respectés, le cycle de la toundra se poursuit. Dans le cas contraire, il se brise.
Vue du ciel, la toundra paraît immuable. D'immenses plaines blanches parsemées de troupeaux en mouvement, de rivières sinueuses et d'ailes qui battent. Mais sous cette surface se cache une fragilité, une délicate architecture de vie bâtie au fil des millénaires. Sa survie repose sur ceux qui évoluent avec elle et non contre elle. L'Arctique nous enseigne une dure leçon. La résilience se mérite, elle n'est pas innée. Ici, la vie exige vigilance, force et équilibre. Ceux qui échouent s'effondrent, ceux qui s'adaptent survivent. La toundra ne pardonne pas la faiblesse, mais elle récompense l'équilibre. L'Arctique est un territoire d'extrême, tant sur le plan climatique que sur celui de la vulnérabilité. Sous sa surface gelée se cache le pergélisol, un réservoir riche en carbone resté stable pendant des millénaires. Aujourd'hui, la hausse des températures menace de libérer ce réservoir. Le dégel du pergélisol entraîne la décomposition de la matière organique, libérant des gaz à effet de serre tels que le méthane et le dioxyde de carbone. Ces émissions accélèrent le réchauffement climatique, créant un cercle vicieux particulièrement marqué dans les régions polaires. Les conséquences sont considérables et affectent non seulement les écosystèmes locaux, mais aussi les systèmes climatiques de la planète entière. La présence humaine exacerbe ces processus naturels, souvent de manière insidieuse. Les projets d'infrastructures, les pipelines, les routes et les stations de recherche fragmentent les habitats, modifiant les voies de migration et les déplacements de la faune. Même les projets les plus minutieusement conçus créent des obstacles susceptibles de perturber des comportements ancestraux, des sentiers de pâturage des caribous aux territoires de chasse des prédateurs. Les voies de navigation, de plus en plus accessibles en raison de la fonte des glaces, engendrent une pollution sonore qui affecte les milieux marins et terrestres. Les mammifères marins, les oiseaux et même les poissons modifient leur comportement face à ces intrusions, tandis que l'homme accède à des régions auparavant isolées. L'Arctique ne réagit pas par un effondrement brutal, mais plutôt par des changements mesurables au fil du temps. Les scientifiques parlent de vitesse climatique, la rapidité avec laquelle les températures et les conditions évoluent selon les paysages. Dans l'Arctique, cette vitesse est plus élevée que presque partout ailleurs sur Terre, réduisant ainsi le temps d'adaptation. Les espèces doivent se déplacer, s'adapter, sous peine de décliner. Même de légères variations de la couverture neigeuse, de l'épaisseur de la glace ou de la végétation peuvent impacter le réseau trophique, affectant la dynamique prédateur-proie et le succès reproductif. Cependant, la réaction de l'Arctique est précise et non arbitraire. Elle se manifeste par la fonte du pergélisol, le recul des glaces, la modification des schémas migratoires et les changements dans la répartition de la faune. Elle fournit des informations sur la résilience, les seuils critiques et la vulnérabilité. L'observation, une gestion rigoureuse et le respect de ces dynamiques constituent la voie la plus sûre à suivre. L'Arctique ne s'effondre pas sous le bruit. Elle perd du poids, elle chauffe, elle se transforme. Et dans son silence, elle nous révèle exactement ce qui se passe.